La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 13 juin 2025. Le titre du jour, c'est le Moyen-Orient redevient une poudrière. Un raid israélien spectaculaire visant des sites nucléaires et des dirigeants iraniens a ravivé les tensions au Moyen-Orient. Conséquences immédiates, promesses de riposte, flambée du pétrole, retour de l'or au sommet, franc-suisse chouchouté et marché en stress modéré. Un vrai scénario de vendredi 13 en somme. On va faire un retour sur les événements de la nuit avec quelques éclairages sur les mécanismes à l'œuvre et un rappel sur la conduite à tenir. Alors les marchés boursiers étaient bien partis pour une semaine un petit peu molle, mollement haussière pour Wall Street et mollement baissière pour l'Europe. Et faute de mieux, j'avais même prévu de disserter sur un proverbe un petit peu gênant que j'avais trouvé sur Wikipédia en ce jour de Saint-Antoine. Proverbe qui dit « Saint-Antoine ouvre le derrière des poules ». N'hésitez pas à contacter le service client de Zone Bourse si vous avez une explication différente de les poules pondent mieux le 13 juin. Mais l'actualité m'a rattrapé et ça m'a forcé à redevenir sérieux après cet intermède volaillé. Donc un raid israélien majeur sur l'Iran a changé la donne cette nuit. Il était environ 2h du matin heure de Paris quand les premiers échos d'une vaste offensive israélienne ont commencé à résonner. L'État hébreu a frappé plusieurs sites liés au programme nucléaire de Téhéran tout en éliminant 5 personnalités majeures, 2 scientifiques et 3 des plus hauts cadres militaires du pays. L'attaque aérienne aurait même été complétée par des opérations ciblées menées par des équipes infiltrées au sol. Sur les marchés, les cours du pétrole ont explosé à la hausse, c'est plutôt logique, le Brent a gagné jusqu'à 11%, c'est le mouvement le plus brutal enregistré au cours des 3 dernières années. Autour de 7h ce matin, la hausse s'était un petit peu calmée, on était quand même en progression de 7,5% sur le baril à 75,57$. J'en profite pour un mea culpa, j'ai parlé hier de $80 au lieu de $70 dans cette chronique, probablement à cause des vapeurs de spritz de la veille. En tout cas, le schéma tension au Moyen-Orient égale hausse du pétrole est probablement le plus connu des mécanismes géopolitico-financiers sur la planète. L'offre peut en effet être affectée non seulement à cause de la baisse de la production iranienne, mais aussi en cas de désordre dans le golfe Persique. En effet, un tiers des pétroliers du monde passent par le détroit d'Ormuz. Il faut aussi garder d'ailleurs un œil sur le gaz, notamment en Europe, puisque le Qatar n'exporte que via Ormuz et que le Qatar représente 20% du GNL mondial. Les États-Unis, pour leur part, ont précisé qu'ils ne se sont pas associés à l'opération, mais qu'ils avaient été tenus informés par Israël de son déclenchement. La Maison-Blanche espère quand même toujours parvenir à un accord avec l'Iran lors des négociations qui doivent reprendre dimanche à Oman. Téhéran, pour sa part, a promis de répliquer, évidemment. Une première vague de drones aurait été lâchée sur Israël, mais pour autant, il y a toujours une asymétrie entre les capacités militaires des deux pays. Lors des derniers affrontements, les ripostes de l'Iran ont rarement été à la hauteur des dégâts provoqués par Tel Aviv. Le Moyen-Orient n'en est pas moins entré dans une nouvelle phase et Israël a fait savoir que l'opération ne fait que commencer. Alors à très court terme, les mécanismes de tension habituels se sont mis en place, le pétrole donc évidemment, mais aussi le renforcement du dollar qui part plutôt de loin quand même, et la hausse du franc suisse. Logiquement aussi, l'or est en train de revenir tester ses récents records, en tout cas s'en rapproche. La relation entre Washington et Tel Aviv est aussi un petit peu sur la sellette, les déclarations croisées de la veille entre représentants américains et israéliens, parfois contradictoires, n'aident pas vraiment à prendre la température de la relation entre les deux alliés. Une chose est sûre, la remontée des prix du pétrole et le nouveau brasier allumé dans la région contrarient l'agenda de l'administration Trump et compliquent probablement ses plans économiques. Alors pour les plus anxieux, il existe pas mal de littérature sur l'investissement quand ce type d'événement se produit, mais je ne saurais trop vous conseiller le manuel de survie ultra condensé de l'économiste Joachim Clement qui a opportunément republié une mise à jour ce matin. Je vous ai mis le lien dans la chronique écrite. Alors spoiler, non, la plupart des conflits n'ont pas d'effet durable sur les marchés actions et oui, vendre dans l'urgence est presque toujours une erreur. Le réflexe humain, c'est-à-dire extrapoler un scénario de fin du monde à partir d'un missile, est exactement ce que le marché price trop cher en général, et pour que les choses dérapent vraiment, il faut 2 dictateurs avec du temps libre et l'arsenal qui va avec. Ce n'est pas impossible évidemment, mais ça arrive plutôt rarement. La plupart du temps, les guerres ne tuent pas les marchés, elles perturbent temporairement les récits. En tout cas ce matin, les contrats à terme de Wall Street et des marchés européens sont plutôt rouge vif. La veille, le vieux continent avait globalement perdu du terrain pendant que New York fêtait les résultats d'Oracle en s'offrant un mini rebond. Le S&P 500 est toujours à moins de 2% de ses records et affiche 2,8% de hausse en 2025 après avoir effacé ses lourdes pertes du début de l'année. Quant au Stoxx Europe 600, il est lui aussi très proche de son zénith en affichant 8,3% de gains en 2025. On note quand même que l'écart de performance entre les deux côtés de l'Atlantique se réduit à moins de 6% alors qu'il dépassait 10% en faveur de l'Europe il y a un mois. Dit autrement, le marché US est plus performant sur les dernières semaines.
Côté Asie-Pacifique ce matin, la tension ascendante au Moyen-Orient se traduit par des baisses moyennes. On était en baisse d'un petit peu plus de 1% au Japon, en Corée du Sud et à Hong Kong, en baisse de 0,8% du côté de l'Inde et de Taïwan. L'Australie tenait un petit peu mieux, moins 0,3%. Dans l'actu des sociétés, on démarre en France. Orange a émis 750 millions d'euros d'obligations hybrides avec un coupon de 3,875%. Crédit Agricole Transition et Énergie devient l'actionnaire majoritaire de Comwatt. Eutelsat et OVH font leur retour dans le SBF 120. C'est Beneteau et Morel qui en sortent. Les changements auront lieu le 18 juin à la clôture. GL Events confirme la signature du contrat de concession du Stade de France après le rejet du recours de Vinci et Bouygues. LDLC encaisse une perte annuelle de 10,9 millions d'euros sur fond de repli conjoncturel. Eneo, à l'inverse, améliore sa rentabilité lors de son exercice décalé malgré un environnement viticole plutôt tendu, et Inelec a subi une forte baisse d'activité mais prépare un retour à la profitabilité. On a aussi des actus du côté des mid-cap comme Blockchain Group, Arverne, Twax, Mat Pharma, Inat Pharma, Gensight, Faxiam ou encore Pull-Up Media. Ailleurs en Europe, le polonais PGE prévoit d'investir 64 milliards de dollars d'ici 2035 en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, les centrales électriques au gaz et le stockage d'énergie. Novo Nordisk va lancer un programme de développement de phase 3 avec l'amicrétine pour les adultes en surpoids ou obèses au cours du premier trimestre 2026. En Italie, Generali commence à évaluer l'offre de Mediobanca pour Banca Generali et Eni surveille la situation sécuritaire au Moyen-Orient, notamment en Irak où le groupe dispose d'importants actifs. UCB annonce la construction d'une nouvelle usine de fabrication de produits biologiques aux États-Unis. L'opérateur de l'aéroport de Zurich voit le nombre de passagers stagner en mai. Proximus a vendu la majorité de ses parts dans Bimobile à Array. Proximus vend la majorité de ses parts dans Bimobile à Arrive. Acciona a ouvert une enquête concernant sa filiale de construction et DKSH aidera l'italien Rosa Hermando à s'étendre en Chine. En Amérique du Nord, Adobe perdait 1,5% hors séance hier soir après ses trimestriels. On est peu de choses, Donald Trump fait l'éloge de Tesla après que Musk a fait marche arrière dans leur querelle. Thermo Fisher prévoit de vendre une partie de son unité de diagnostic, 4 milliards de dollars, c'est une information du FT. FT toujours, la Chine reporterait l'autorisation de la fusion de 35 milliards de dollars entre Synopsys et Ansys. Boeing devrait vendre des B737 MAX et des B787 à Royal Air Maroc. L'industriel américain a été sévèrement chahuté hier en bourse après le crash d'un B787 justement en Inde. Meta finalise un investissement de 14,3 milliards de dollars dans Scale AI. Apple vise le printemps 2026 pour la sortie de la mise à jour retardée de son service Siri avec IA, ça c'est une info de Bloomberg. CNN de son côté révèle que Nvidia exclut la Chine de ses prévisions en raison des restrictions américaines sur les exportations de puces. GE Aerospace reporte sa journée investisseur prévue mardi à la suite du crash mortel d'un avion d'Air India. Et la FTC envisage d'imposer des restrictions à Omnicom et Interpublic afin d'empêcher la nouvelle société publicitaire de refuser de diffuser des pubs sur certaines plateformes pour des raisons politiques selon le New York Times. Ailleurs dans le monde, les exportations d'iPhone assemblées par Foxconn depuis l'Inde montent en puissance et le coréen LG Chem va céder son activité de solution pour l'eau à Korea Water Solution Holdings pour 1 milliard de dollars. Ce dernier point de marché de la semaine est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et un excellent week-end.